Bonjour à tous et bienvenue en direct. Il est 15h26. Avant tout, toutes nos excuses pour ces 6 minutes de retard. On a beau être en digital, il faut établir les connexions avec les différents intervenants et c'est pas toujours aussi simple que ça. En tous les cas, on est très heureux de vous accueillir. Je suis très heureux de savoir que vous êtes déjà quelques centaines à nous suivre en direct pour cette édition 100% digitale. De ce salon S'expatrier mode d'emploi avec la thématique travailler à l'étranger, pourquoi pas, que nous allons évoquer maintenant. Alors attention, parce qu'on entend déjà les invités qui sont à distance, qui sont en train de se manifester le grade du pied, ils ont hâte de venir nous retrouver. Quelques mots quand même sur ce salon. Donc effectivement, 100% digital en ligne, c'est une réponse à la crise sanitaire. Nous ne pouvons pas nous réunir comme les années précédentes à plusieurs centaines sur une même salle. Donc en digital pour vous permettre d'être là et interactif, puisque le but du jeu évidemment c'est de vous nourrir d'informations mais aussi d'entendre vos retours. Donc durant la trentaine de minutes que nous allons passer ensemble à écouter les experts, les conférenciers qui sont avec moi sur ce plateau ou à distance, eh bien vous allez pouvoir poser vos questions qui seront compilées et que je leur poserai juste après. Nous sommes ensemble jusqu'aux alentours de 17h30 en espérant vous apporter le plus de contenu possible. Nous sommes donc dans la salle virtuelle numéro 1. Et on va se poser des questions. Travailler à l'étranger, effectivement, pourquoi pas? Quelles sont les questions que vous vous posez avant de franchir le pas? On va tout faire pour vous accompagner au mieux avec, et je vous présente les 4 intervenants. Claire Arenales del Campo, bonjour. Bonjour. Claire, vous êtes responsable d'équipe mobilité internationale Île-de-France à Pôle emploi. C'est bien ça. Jusque-là, tout est bon. À vos côtés, Isabelle Dolago. Bonjour Isabelle. Et vous êtes... Ah, je crois que le micro ne marche pas, mais ça va réessayer un autre bonjour. Bonjour. Elle, la deuxième fois, ça fonctionne. Vous êtes conseillère de l'équipe Mobilité Internationale également. L'acronyme EMI reviendra peut-être au cours de ces moments. Île-de-France à Pôle emploi. Nous avons à distance, et j'espère qu'on va les voir. Oui, je la vois. Virginie Bourgois. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. Miracle, on vous voit et on vous entend. Conseillère Pôle emploi, service à Pôle emploi. C'est vraiment, vraiment très bien. Et puis à côté, Jean-François Riffel. Bonjour. Bonjour. Tout va bien Jean-François? Merveilleusement bien. Responsable des partenariats institutionnels à l'APEC. Et c'est donc avec vous que nous allons commencer. D'ailleurs, vous avez la bonne idée de mettre un kakémono juste derrière vous, signalant effectivement votre appartenance à l'APEC. Alors, compte tenu du contexte sanitaire mondial que j'évoquais, évidemment, les déplacements entre pays aujourd'hui sont soumis à des contraintes, des restrictions qui sont assez inédites, qui rendent parfois impossible le déplacement hors des frontières. D'où cette première question qui va se poser assez naturellement autour de cette thématique d'aller travailler à l'étranger. Est-ce qu'on peut toujours passer les frontières, aller vivre une aventure professionnelle hors de France? Et si c'est le cas, en imaginant que ce soit oui, voilà, est-ce que ce serait le bon moment pour partir? Et Jean-François, c'est à vous que je vais adresser cette première question. Oui, alors naturellement, la question peut se poser aujourd'hui. C'est relativement difficile de passer les frontières, vu la situation sanitaire. Et vous l'entendez ou vous le voyez, les changements de région, les changements de pays, des accords, la possibilité ou pas de changer. Bon. Donc c'est aujourd'hui une question qu'il faut se poser, à savoir comment est-ce que je peux traverser une frontière et vers quel pays je peux aller. Donc c'est vraiment être toujours en lien, en contact avec les ambassades, les consulats, les différents supports qui peuvent exister sur le territoire français que nous met à disposition le gouvernement actuellement pour savoir si on peut aller dans un pays ou dans un autre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de rester en lien avec cette information-là. Plutôt privilégier l'Europe, parce qu'aujourd'hui, c'est comme une zone géographique qui est la plus proche et on va avoir moins de difficultés à traverser une frontière, on va avoir moins d'opposition, notamment à pouvoir entrer dans un autre territoire. Donc, privilégier l'Allemagne, même si on a entendu il y a quelques jours que l'Allemagne, il y avait une restriction, dans ses frontières, mais choisir l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, voilà un certain nombre de pays qui peuvent exister. Aujourd'hui, notamment si vous allez sur le site de l'APEC, il y a environ 2000 offres dans ces destinations qui sont disponibles. Certains secteurs continuent toujours à recruter aujourd'hui. On va être dans le commerce, dans la logistique, les réseaux sociaux, le marketing digital. Voilà, il y a un certain nombre de secteurs qui continuent à recruter. C'est de rester toujours en lien avec les structures qui vont les gérer, genre la French Tech pour certains réseaux, certains sites d'emploi. Voilà, il faut toujours rester en lien avec ce qui peut se passer dans les différents pays. Et puis, peut-être imaginer à travailler autrement.
le Covid nous a appris à travailler, à faire du télétravail notamment. Et on entend un petit peu partout, c'est plutôt populations qui sont assez jeunes, qui vont soit se mettre en indépendant et aller travailler dans certains pays. Alors, il y a Bali, il y a certaines îles comme les Canaries. Voilà, il y a aujourd'hui des personnes qui sont en télétravail et qui décident d'aller dans certains pays pour aller travailler. Mais c'est aussi l'imaginer, commencer à faire du télétravail pour des entreprises étrangères sur le sol français en estimant et en espérant pouvoir partir dans un délai qui peut être un délai plus ou moins court. Ça peut être peut-être d'ici 6 mois, 1 an. Je ne suis pas Madame Irma, donc j'ai pas la boule de cristal pour le savoir, mais ça peut être aussi une idée que de commencer à partir dans ces zones-là. Et puis, on peut peut-être aussi imaginer d'autres modes, hein, le VIE, le volontariat international entreprise. Aujourd'hui, il y a pas mal d'aides qui sont données aux entreprises dans le cadre du plan de relance. Donc ça, c'est une bonne initiative. Le VTC qui permet PVT qui permet aujourd'hui le VTC pouvoir existe aussi, mais c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas tout à fait, c'est pas la même chose. Qui permet aujourd'hui aussi de pouvoir partir dans certains pays. Le service civique. Allez aussi sur le site de l'administration, c'est-à-dire ministère des Affaires étrangères. Il y a un certain nombre de postes qui sont disponibles, à la fois sur le territoire français, mais également dans d'autres pays. Je crois qu'en ce moment, il y a un attaché culturel à Dubaï. Je crois qu'il y a aussi un certain poste qui sont en Allemagne. Voilà, il y a certains pays qui sont ouverts. Donc, n'hésitez pas. Les ONG, toujours, le Conseil de l'Europe, les structures, les organisations internationales, l'ONU, l'OCDE. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui restent. Donc c'est sur la conclusion de la première partie là que je viens d'évoquer, il y a naturellement des difficultés en raison de la pandémie, en raison de des fermetures de frontières, mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Voilà. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire concernant les VIE et les PVT, Jean-François, on a fait juste avant, c'était en début d'après-midi, une conférence complète dans le cadre de ce salon que vous allez retrouver en replay et qui fait totalement résonance à ce que vous évoquez, c'est-à-dire la possibilité de partir avec d'autres moyens que sont le PVT, etc. Si vous avez entre 18 et 30 ans, donc c'est un petit peu restrictif, cette émission sera en replay comme celle que nous sommes en train de tourner puisque ça fait partie des questions que vous nous posez par le biais du chat. Continuons là-dessus. On peut vraiment partir. Vous avez cette teinte optimiste comme Jean-François, on peut? Alors la phrase c'est difficile mais c'est pas impossible, c'est vraiment ce qui résume la situation du moment. Et c'est sûr que imaginer partir travailler à l'étranger, ça paraît peut-être un peu utopique, mais ça n'est pas impossible. Nous, on a tous les jours des demandeurs d'emploi que nous accompagnons qui nous font part de leur retour à l'emploi à l'étranger. Cette semaine, par exemple, 6 personnes ont repris un poste à Barcelone comme commercial sédentaire. On a eu quelqu'un qui a retrouvé un poste de responsable de programme immobilier en Écosse. Il y a des jeunes qui sont partis en PVT au Canada. Donc, les exemples sont nombreux. Rien que pour le mois de mars, je pense qu'on en a compté pour notre équipe une 30aine. Donc c'est tout à fait possible. Mais il faut être très motivé, plus que jamais peut-être. Et effectivement s'intéresser d'un peu plus près, encore plus que d'habitude peut-être, à l'Europe. Jean-François a parlé des ouvertures, fermetures des frontières. Il y a un site de la Commission européenne qui s'appelle Reopen, qui fait le point tous les jours et peut-être plusieurs fois par jour en ce moment sur quelles frontières sont ouvertes, quelles frontières sont fermées, qu'est-ce que je dois prouver, donner comme document pour me rendre dans le pays de destination. Donc ça permet de se tenir informé. Il faut peut-être aussi bien faire le distinguo entre Europe et hors Europe. Il y a beaucoup de candidats à l'expatriation qui bien souvent rêvent de grande expatriation. Pour eux, l'Europe finalement c'est la porte à côté et donc ça ne fait pas forcément rêver en ce moment, mais il faut rêver à l'Europe et il faut se recentrer un peu sur ce continent parce que l'Union européenne c'est 27 pays avec une libre circulation des travailleurs, ce qui signifie que chacun d'entre nous qui avons une citoyenneté européenne, on a un marché du travail de 500 millions d'habitants qui nous ouvre les bras sans aucune démarche administrative à faire. Donc ça c'est quand même assez formidable en la période. C'est facilitant, ouais. C'est très facilitant et l'Europe est quand même un peu moins restrictive en termes
d'accès au territoire que les frontières qui sont beaucoup plus lointaines, comme le Canada ou l'Australie, qui sont des pays qui sont très demandés par les demandeurs d'emploi. Donc voilà, plus que jamais, s'intéresser à l'Europe qui regorge d'opportunités. Vous avez donné quelques chiffres. Oui, pardon. Pardon, du coup. Et chez Pôle emploi, l'intérêt, c'est que vous avez une vision macro. Est-ce que vous avez senti un ralentissement sur l'année 2020 ou pas, vous qui avez justement cette vision extrêmement large, il y a eu un vrai coup de frein ou alors, ça dépend de quoi on parle. Effectivement, côté offre d'emploi, donc nous, on a actuellement 2000 offres d'emploi à l'étranger qui sont disponibles sur pôle emploi.fr. C'est bien sûr beaucoup moins qu'avant mars 2020. Ouais. Donc, on a bon espoir que ça reprenne. Côté candidats et demandeurs d'emploi, non, les souhaits de départ à l'étranger sont toujours aussi nombreux, voire peut-être même plus nombreux qu'avant. Peut-être que pour certains, je ne sais pas, voilà, il y a ce projet de quitter la France qui est encore plus fort qu'avant. Mais en tout cas, non, les souhaits de mobilité ne sont pas plus faibles. Par contre, en la période, il est quand même plus difficile que d'habitude de partir. Donc, ce que nous incitons nos candidats à faire, c'est plus que jamais se préparer. Peut-être que le départ ne sera pas pour dans 15 jours. Donc, plus que jamais, il faut travailler son projet. Donc, ça peut être travailler sur les outils. Et Isabelle reparlera de tout ce que notre accompagnement propose. Mais en profiter pour travailler ses langues, utiliser son compte personnel de formation pour se former en anglais ou dans une autre langue qui sera utile. Peut-être regarder du côté d'Erasmus+, avant de partir travailler. Peut-être que je peux faire un stage à l'étranger. Donc, voilà, il y a plein d'outils qui sont disponibles et qui permettent d'améliorer son profil et son employabilité avant que ce soit possible de partir. Alors on va rester justement sur ces possibilités, sur le fait d'acquérir des compétences avant une expérience à l'étranger. Quelles sont les étapes à suivre pour ça et comment est-ce que Pôle emploi, vous pouvez accompagner ceux qui auraient des envies de s'envoler, de partir vers d'autres frontières ? Oui, effectivement, Pôle emploi propose un accompagnement personnalisé et dématérialisé pendant une période de 12 mois à nos demandeurs d'emploi. Alors, qu'est-ce qu'on propose en fait alors, les demandeurs d'emploi peuvent solliciter cet accompagnement auprès des équipes mobilité internationale à tout moment de leur parcours, que ce soit lorsqu'ils s'inscrivent à Pôle emploi ou lors d'un entretien de suivi, où ils pourront nous contacter directement. On vous en parlera un petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce que nous proposons dans cet accompagnement ? Tout d'abord, on va revalider le projet, à savoir est-ce que le profil de la personne est en adéquation avec la demande locale en fonction du pays ciblé. On va également travailler sur les contraintes, puissent être personnelles ou familiales. Alors, c'est vrai que partir à l'étranger, on ne part pas de la même façon qu'on soit seul ou accompagné d'une famille. Donc, on va prendre ça évidemment en compte. Et puis, on va également informer sur les conditions d'accès aux différents pays, puisque certains pays ont des conditions d'accès restrictives et ça peut prendre du temps. Donc, une fois que toutes ces étapes sont posées, on va mettre en place un plan d'action pour accompagner les demandeurs d'emploi. Alors, déjà les aider à valoriser leurs compétences, les valoriser auprès des futurs employeurs. Donc, on va travailler avec eux sur ce sujet. Et puis ensuite, on va les accompagner sur l'ensemble des outils de recherche d'emploi, que ce soit adapter un CV sur la langue locale, se préparer un entretien d'embauche, cibler les entreprises, etc. Donc notre accompagnement se poursuit jusqu'à la prise de poste et on oriente les personnes, le cas échéant, vers les organismes concernés pour les démarches administratives au moment de l'installation. Voilà, alors tout au long de cet accompagnement, on s'appuie sur un certain nombre d'outils. Alors des ateliers à distance donc, qui sont collectifs, on a 57 thématiques, que ce soit des ateliers pays, mais également des ateliers plus méthodologiques sur l'ensemble des sujets que je viens d'évoquer. Nous mettons en place des clubs aussi de recherche d'emploi pour que les personnes puissent se retrouver ensemble sur un même projet et mutualiser leurs pratiques. Et puis bien sûr la mise en relation sur nos offres d'emploi, sur les sessions de recrutement en ligne que nous organisons. En tout cas, il y a également un certain nombre d'outils à distance qui vont être utiles pour nos demandeurs d'emploi, mais également toute personne qui serait intéressée par un projet à l'international. Donc c'est bien sûr notre page mobilité internationale sur notre site pôle emploi.fr. Vous retrouverez notamment l'outil Bon Parcours Info, travailler à l'étranger, avec de nombreuses informations et de nombreux conseils sur cette thématique.
L'Emploi Store et sa rubrique internationale, avec là également de nombreux outils, des modules pays par exemple, des outils pour tester son niveau de langue ou se préparer à un entretien. Et pour finir, notre page Facebook Mobilité Internationale, avec toutes les actualités sur le sujet et puis les informations sur les recrutements en cours. Alors cette question, je vais vous la prolonger. Jean-François, pareil, comment est-ce que vous pouvez accompagner ceux qui auraient des envies de partir à l'étranger ? Alors l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, APEC.fr, on accompagne alors les cadres et les jeunes diplômés, qu'ils soient en activité ou sans emploi naturellement. L'idée, c'est vraiment de les accompagner tout au long de leur projet. On est vraiment sur l'amont de ce projet-là. C'est les accompagner dans leur démarche et valider que ces démarches soient valables et qu'elles soient acceptables, surtout dans la situation actuelle. Les difficultés qui ont pu être évoquées précédemment, il faut les voir très en amont, parce que le projet, on a des retours parfois qui sont très particuliers, des gens qui avaient un contrat de travail, qui avaient un test PCR qui était négatif et qui sont retrouvés dans certains aéroports et auxquels on a demandé de retourner dans leur pays initial. Donc voilà, il y a ces difficultés-là et c'est toujours accompagner les gens dans un projet. Le projet de l'international sur la population que nous accompagnons, donc les cadres et les jeunes diplômés, est souvent un projet important, parce qu'on part seul ou on part en famille, mais c'est un projet qui les accompagne tout au long de leur carrière. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de les aiguiller, de les accompagner dans cette démarche-là et de les mettre en lien avec les différents réseaux qui peuvent les aider. Par rapport à certains pays, par rapport à certains métiers. Voilà, on va vraiment dans cet accompagnement qui est en fonction de cette demande, quasiment du sur-mesure, intuitus personae à chaque fois. Est-ce qu'on peut reparler de EURES, parce que vous l'avez évoqué, mais alors très brièvement tout à l'heure, alors que c'est quelque chose de vraiment extrêmement important. C'est un réseau qui permet de rechercher des emplois en Europe. Combien d'offres ils sont proposées, de quelle qualité? Et puis déjà, qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme EURES? C'est ça, déjà, de quoi on parle? Ouais. Donc EURES, déjà déployer l'acronyme, ça veut dire European Employment Services. Donc c'est le réseau qui réunit tous les services publics de l'emploi européen. Et là, on va au-delà de l'Union européenne, puisqu'on y inclut la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Donc on a 31 pays qui sont unis sous la bannière d'EURES. Donc c'est la Commission européenne qui est à la tête de ce réseau. Et concrètement, ce sont également 970 conseillers. Donc dans chaque pays, dans le service public de l'emploi du pays concerné, des conseillers sont... ils ont cette habilitation, on va dire, ou cette casquette de conseiller EURES. Ça veut dire qu'une grande partie de leurs activités consiste à accompagner les personnes de leur pays qui souhaitent partir dans un autre pays européen ou à aider à faire venir des gens d'un autre pays dans leur propre pays. Donc ça marche dans les deux sens, faire entrer et faire sortir. Concrètement, donc sur le site eures.europa.eu, le principe c'est que tous les services publics de l'emploi mettent en commun leurs offres d'emploi. Donc Pôle emploi va envoyer ses offres sur le portail EURES et tous les services publics de l'emploi européens vont faire la même chose. On a donc 2 800 000 offres d'emploi, donc ça c'est aujourd'hui. Je pense qu'on en aura beaucoup plus à la fin de l'année quand on sera revenu à une situation un peu plus normale. Avant, on avait régulièrement 3 500 000 offres qui étaient disponibles. Donc, vous voyez là sur la slide, la répartition des offres d'emploi. Donc, l'Allemagne, notamment, pèse très lourd dans ses offres. Mais il y a aussi plein d'autres pays qui sont représentés, qui sont des pays plus petits, mais dans lesquels il peut y avoir plein d'opportunités. Toutes ces offres, elles peuvent être traduites dans votre langue, parce que bien sûr, on ne comprend pas tous le tchèque ou le slovène, donc on peut traduire ça. Vous pouvez bien sûr contacter ces conseillers EURES, puisqu'il y a un carnet d'adresses qui est tout à fait public et qui est disponible pour chacun d'entre nous. Par exemple, vous suivez votre conjoint en Bavière parce qu'il a été muté par son entreprise et vous avez besoin de conseils sur la façon dont vous allez rechercher un emploi sur place, qui seront les contacts, les partenaires, dans votre secteur, quel type d'entreprise peuvent être intéressantes. Mais vous pouvez tout à fait contacter par mail ou par téléphone les conseillers EURES de la Bavière qui sont à votre disposition pour vous aider à construire ce projet. Également, sur le portail, vous pouvez déposer votre profil. Donc, comme on peut le faire sur Pôle emploi.fr ou d'autres job boards, mettre votre CV en ligne, mettre des alertes sur les offres. Vous
pouvez le faire sur le portail EURES à l'échelle européenne en indiquant les pays qui vous intéressent le plus. Et puis enfin, vous avez accès à tout l'agenda, donc toutes les manifestations de recrutement qui ont lieu à travers l'Europe. Même en période actuelle, il y a pratiquement toutes les semaines un événement de recrutement en ligne, donc qui est accessible où que vous soyez en Europe, et vous allez pouvoir rencontrer virtuellement des recruteurs, assister à des conférences, discuter avec des conseillers. Donc ça, même actuellement, ça se poursuit, et des recrutements, il y en a à travers l'Europe en ce moment. Jean-François, vous utilisez également ce réseau au sein de l'APEC ? Oui, tout à fait. En fait, on est en partenariat avec Pôle emploi. Donc, on a depuis quelque temps les offres de l'APEC qui sont disponibles. Certaines offres, pas toutes, mais certaines offres qui sont accessibles sur le site de RES. Et on en a environ entre 300 et 400 en fonction de la période. Alors Claire a déjà commencé à aborder le sujet. Plus largement, quelles sont les aides proposées lorsque je décide de partir travailler en Europe, et que deviennent les droits, par exemple, si je suis au départ en situation de chômage mais indemnisé par Pôle emploi ? Alors oui, il existe un programme européen d'aide financière pour accompagner les candidats à la mobilité en Europe. Donc c'est le programme Targeted Mobility Scheme qui permet donc aux personnes qui partent dans un pays au sein de l'Union européenne ainsi que la Norvège et l'Islande de bénéficier d'un support financier sur 4 volets. Alors le premier, c'est une aide pour se rendre à un entretien d'embauche, même si une grande partie des entretiens, bien sûr, se déroulent à distance. Il y a la possibilité de se rendre une seule fois donc, sur place pour rencontrer les recruteurs, donc avec une aide financière pour cela. Ensuite, une aide à l'installation, donc pour les personnes qui démarrent un emploi de 6 mois, en CDD de 6 mois minimum ou un CDI. Donc ça va leur permettre de prendre en charge une partie de leurs frais pour s'installer dans le pays. C'est une aide forfaitaire qui dépend, qui varie en fonction de la destination. Donc pour donner un ordre d'idée, c'est un montant entre 700 et 1 400 €. Il y a ensuite un troisième volet, donc ce sont les cours de langue. Les conditions pour en bénéficier sont très strictes. C'est notamment pour les personnes qui démarrent un emploi dans les pays concernés, donc en Europe, et qui ont besoin de parfaire leurs compétences linguistiques pour être opérationnelles au moment du démarrage. Et c'est également accessible pour des personnes qui seraient immédiatement employables sur des métiers dits en tension, c'est-à-dire pour lesquels le pays en question est en manque de main-d'œuvre. Et enfin, un dernier volet, donc une aide pour la reconnaissance des diplômes qui va être très utile, notamment pour les professions réglementées, puisqu'il y a des démarches à faire dans ce sens pour pouvoir travailler dans des pays européens. Je vais reprendre la deuxième partie de ma question, mais je vais l'adresser plus particulièrement à Virginie. Que deviennent effectivement mes droits si je suis chômeur indemnisé par Pôle emploi ? Alors effectivement, Pôle emploi Service accompagne les demandeurs d'emploi aussi bien en Europe que hors Europe. Et là, je rebondis donc sur l'Union européenne. Un demandeur d'emploi indemnisé peut exporter ses droits 3 mois dans un pays de l'Union européenne, plus Liechtenstein, Islande, Norvège et la Suisse également, via le formulaire U2 qu'il doit récupérer à son antenne Pôle emploi. Avec ce document, il peut bénéficier de la même indemnisation qu'il avait en France dans le pays d'accueil dans lequel il va chercher un emploi. Alors, le temps de rechercher un emploi, de se retourner pendant 3 mois, il a la même indemnisation qu'il avait en France. Après, il faut savoir que pour toute reprise d'activité, il n'y a pas eu cumul comme ça peut l'être en France, et toujours travailler est un jour non indemnisé en fait. Donc ça, c'est vraiment valable, une aide particulière par rapport à l'Europe pour aider les demandeurs d'emploi qui veulent aller chercher voir comment aborder un autre thème de l'emploi dans un pays européen. Ça, c'était la réponse au sein de l'Europe. Et hors Europe, alors, qu'est-ce que ça donne ? Alors, hors Europe, si un demandeur d'emploi est indemnisé, il ne peut pas faire suivre son allocation hors Europe. Alors, ses droits sont suspendus et à son retour en France, il peut trouver son reliquat à percevoir.
Mais il a également la possibilité, s'il retrouve un emploi salarié hors Europe, de prendre une adhésion auprès de Pôle emploi Service. Aussi bien lui à titre personnel que son entreprise. Mais je pense qu'on l'aborde un petit peu plus tard, ce sujet-là. Donc là, on vient d'évoquer ce qui se passe lorsqu'on souhaite s'expatrier. Ce n'est pas quelque chose à sens unique. On peut revenir également sur le territoire. Comment est-ce qu'à Pôle emploi, vous accompagnez les expatriés qui, après une expérience, positive ou négative, reviennent en France ? Alors ça, c'est un sujet qui est un peu nouveau dans les équipes mobilité internationale de Pôle emploi, mais dont on s'est beaucoup occupé en 2020, entre le Brexit, qui a fait que certains Français ont choisi de revenir vivre en France, et puis la crise sanitaire qui fait que beaucoup d'entreprises aussi ont mis fin à des contrats d'expatriés. Donc il y a beaucoup de familles qui sont rentrées, donc des conjoints qui ont cherché un emploi, ou tout simplement des gens qui ont souhaité, depuis l'étranger, revenir vivre en France pour différentes raisons. Donc on propose depuis maintenant presque un an un webinaire qui est dédié à ces personnes, donc qui viennent de s'inscrire à Pôle emploi et qui ont indiqué comme raison d'inscription leur retour en France. Donc c'est un webinaire qui s'appelle Retravailler en France, parce qu'on s'est aperçu que pour eux, c'est une nouvelle mobilité internationale. Finalement, c'est leur pays d'origine, mais pour ceux qui sont partis depuis longtemps, c'est une redécouverte et ça peut être assez difficile de se réadapter au marché du travail français qui a ses particularités. Donc de comprendre un peu les codes de ce marché du travail et puis toute la partie un peu interculturalité, sans parler des démarches administratives qui pour certains sont un peu douloureuses. Donc dans ce webinaire, on fait un peu tout le tour de tous ces aspects, comment je me réadapte dans mon propre pays, comment Pôle emploi peut m'aider justement à repartir du bon pied dans ma démarche de recherche d'emploi. Et c'est un webinaire qui rencontre un franc succès. On a à peu près 100 personnes qui participent tous les 15 jours. Et on sent qu'il y a ce besoin d'être un peu entre ex-expatriés, d'être traités un petit peu différemment. Et en tout cas, les conseillers mobilité internationale comprennent bien les problématiques de ce public. Donc c'est quelque chose qui correspond vraiment à un besoin. Là, on était sur ce qui concerne les emplois. Au-delà de ça, il y a d'autres opportunités également, hors cadre européen. On peut en présenter quelques-unes ? Alors oui, je vais enchaîner. Sans problème. Alors, je vais préciser un petit peu Erasmus+, parce que j'en ai peu parlé tout à l'heure. Donc on connaît beaucoup Erasmus+, pour les étudiants, mais Erasmus+, c'est aussi pour les demandeurs d'emploi. Donc quand on est en recherche d'emploi, on peut bénéficier d'un stage Erasmus+. Donc concrètement, ça veut dire que je pars 3 mois, 6 mois dans un pays européen, faire un stage dans une entreprise pour avoir une première expérience internationale et bien souvent pour améliorer mon niveau de langue. Donc l'objectif est souvent double. Donc Pôle emploi dispose de places, on appelle ça des bourses, pour faire partir des demandeurs d'emploi un petit peu partout en Europe. Et d'autres prestataires participent aussi au programme Erasmus+, en plus de Pôle emploi. Ensuite, donc là, on sort de l'Europe. On peut parler de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, donc qui est un organisme, comme son nom l'indique, franco-québécois, qui aide les jeunes de 18 à 35 ans à trouver une expérience dans l'autre pays. Et notamment, l'OFQJ propose des stages depuis fort longtemps et c'est adapté à la période puisque là, les personnes peuvent démarrer des stages en télétravail. Donc, il y a déjà presque une dizaine de personnes qui sont en stage pour une entreprise québécoise et qui sont quelque part en France, chez eux, en télétravail, en attendant de pouvoir partir sur place. C'est ce qu'on leur souhaite, évidemment. Et puis, alors le VIE, vous avez dit tout à l'heure, il y a eu une conférence consacrée au sujet, mais c'est vraiment plus que jamais le moment de s'intéresser au VIE. En parallèle, il y a eu un forum VIE là, ces jours passés avec des recrutements pour des candidats. Donc le VIE, c'est un programme qui s'adresse aux 18-28 ans. 30, je crois, non ? 30. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, non ? 29. Ah, 29. Entre les deux. 28 donc. Révolus. C'est ça. C'est 28 révolus, exactement. C'est ça, la veille du 29e anniversaire. Et donc le principe, c'est que la personne part exercer une mission pour une entreprise française à l'étranger. Donc ça fait très longtemps que le VIE existe. Actuellement, dans le cadre du plan de relance, il y a de l'argent qui est mis sur la table pour aider les entreprises à recruter des VIE. Et en particulier, il y a un focus sur des personnes avec des bacs plus 2 et 3, donc qui sont des profils un peu plus rares en VIE, VIA, et qu'on essaye de développer le plus possible, parce qu'il peut y avoir plein de missions qui correspondent à ces bacs plus 2, bacs plus 3. Donc voilà, on invite toutes les personnes qui pourraient avoir ce profil et qui s'interdiraient peut-être de regarder les offres, regardez-les. D'autres opportunités ?
Oui, il existe d'autres dispositifs, alors notamment le service civique international qui permet en fait de réaliser des missions d'intérêt général donc dans des pays étrangers. C'est un programme qui est destiné aux 16-25 ans et jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Le service civique a vraiment l'intérêt de permettre aux personnes qui en bénéficient de développer leurs compétences professionnelles puisqu'il y a un tutorat qui est mis en place tout au long de la mission pour accompagner la personne à développer ses compétences et à les valoriser surtout ensuite quand elle revient sur le marché du travail. Et ce service civique, on peut le réaliser donc sur une période de 6 à 12 mois. Alors en France, en Europe et puis partout dans le monde, puisque là on a un départ tout prochainement pour une mission, un service civique international au Sénégal. Alors on informe effectivement sur les autres possibilités, on a également le PVT, on va peut-être pas trop le développer puisqu'on l'a déjà abordé, mais aussi voilà, nous indiquons aux personnes que nous accompagnons que c'est un moyen de partir à l'étranger, non seulement de découvrir un pays, mais de pouvoir y travailler et on les informe donc sur tous les prérequis pour pouvoir en bénéficier et surtout toutes les destinations possibles. Quelques précisions encore, Virginie, je crois, sur ces points-là. Oui, effectivement, pour tout ce qui concerne le travail hors Europe, donc la possibilité de s'affilier soit à titre personnel avec la double casquette employeur-employé pour se prémunir d'un retour en France sans emploi. Ça permet donc à l'intéressé, lorsqu'il s'inscrit à Pôle emploi, s'il a cotisé de manière volontaire auprès de Pôle emploi Service, de pouvoir bénéficier de l'allocation chômage à son retour à l'emploi. À son retour en France, pardon. Il y a également la possibilité pour l'employeur de cotiser pour son salarié. Après, c'est à lui à négocier avec l'employeur si la cotisation assurance chômage peut être prise en charge par son employeur. Et ça, c'est vraiment valable dans tout pays hors de l'espace économique européen et la Suisse. Voilà donc ce qu'on pouvait vous présenter aujourd'hui et on va évidemment poursuivre sur la prochaine demi-heure, mais cette fois-ci avec un prisme peut-être plus étroit, plus personnalisé, en répondant directement à vos questions. Alors peut-être que certaines seront un peu redondantes avec ce qui a été dit, mais encore une fois, comme avec les autres conférences, s'il y a des points que vous souhaitez que l'on réaborde, ce sera sans aucun problème. Peut-être avez-vous raté les premières minutes de cette intervention. Et puis si vous nous demandez des questions plus précises, c'est que voilà, il faut qu'on rentre un petit peu plus étroitement dans vos cas particuliers et ce moment est là pour ça. Alors, pour vous deux qui êtes à distance, n'hésitez pas à vous manifester, même bruyamment, si vous souhaitez répondre, parce que j'ai un écran de contrôle entre vous. Voilà, on va essayer de faire ça à la bonne franquette pour distribuer la parole au mieux. Une question qui m'amuse beaucoup et qui est extrêmement pertinente. À quel âge maximum peut-on s'expatrier ? Bonne question. Ouais, presque philosophique plus que réglementaire, j'imagine, du coup. Oui, parce que réglementairement, oui, tout le monde peut partir. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas d'âge pour envisager de partir. On a vu des jeunes de 18 ans partir avec, du coup, ne se posant pas trop de questions et partant un peu à l'aventure. Et parfois, ça marche beaucoup mieux que quand on se gratte un peu trop la tête et que voilà, on se pose trop de questions. Après, quand on est plus senior, ça peut être un plus parce que dans les marchés, par exemple, hors Europe, on va chercher votre expérience, votre expertise, qui est peut-être moins présente sur le marché local. Mais ça peut être plus difficile peut-être à 55 ans ou plus de s'adapter à une nouvelle culture, à une nouvelle façon de travailler. Enfin, tout est question de motivation. Je dirais que, en tout cas, dans nos équipes, on ne fait pas de tri et on prend tous les gens qui ont un projet motivé, qui tient la route, qui est fiable et sur lequel on pense qu'on va pouvoir être utile. Alors, je vais aller plus loin Oui, Jean-François ? Oui, j'allais dire que oui, il n'y a pas d'âge. Et on voit aussi que plus on avance en âge, plus les gens, quand ils partent dans un pays, ils vont plutôt pour de la création. C'est-à-dire qu'ils vont créer soit une structure, que ce soit dans l'hôtellerie, la restauration, dans l'ingénierie, dans pas mal de secteurs. Voilà, mais non, naturellement, il n'y a pas de limite d'âge pour aller dans un pays. Bon, bonne nouvelle.
Est-il possible de partir? Alors le Canada, qui est on en parle depuis ce matin, il y a une tendance, un tropisme. C'est vraiment une surprise. C'est vrai. C'était du second degré, bien évidemment. Vous qui nous suivez, sachez-le. Il n'y a pas une conférence sans qu'on évoque 2, 3, 4, 5 fois le Canada. Et même quand on a répondu, on repose des questions dessus. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, c'est qu'il y a des quotas. Donc beaucoup de gens se voient refuser l'accès au Canada. Donc on en parle beaucoup. Et puis oui, c'est attrayant aussi. Est-ce possible de partir au Canada à la recherche d'un emploi et percevoir en même temps ces indemnités? Virginie, quelque chose me dit que c'est pour vous. Alors, oui, voilà. Non, au Canada, les indemnités chômage ne suivent pas. Donc, c'est pour ça que Pôle emploi Service, vous avez la possibilité, si vous trouvez un emploi, de prendre une affiliation individuelle et, dans le cas de perte d'emploi, pouvoir être indemnisé. Mais ça, c'est vraiment avec l'optique d'un retour en France. La seule petite exception, peut-être, ce sont les stages au FQJ dont on a parlé tout à l'heure, donc qui sont réservés aux 18-35 ans, et Pôle emploi et l'OFQJ ont signé un accord qui permet aux stagiaires au FQJ de garder leurs allocations chômage. Donc là, quelqu'un qui partirait en stage au FQJ 3 mois ou 6 mois au Québec et qui serait indemnisé garderait ses allocations. Mais c'est un petit cas un peu particulier. Ça aura fait une réponse extrêmement complète. Existe-t-il des aides financières pour l'expatriation hors Union européenne? Pôle emploi propose-t-il un service de protection sociale pour une expatriation dans un pays hors Union européenne? Une question qui vous laisse dubitative. Non, non, en fait, malheureusement, voilà. Mais je dirais que c'est toute la beauté de l'Europe qu'on voit sous nos yeux. Hors Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Donc non, nous ne proposons pas d'aide à la mobilité, si on peut appeler ça comme ça. Donc prendre un billet d'avion ou premier loyer ou quelque chose comme ça. Contrairement à l'Europe dont a parlé Isabelle tout à l'heure, où là, il y a des fonds européens destinés à ça. Quant à la protection sociale, c'est pas du tout le métier de Pôle emploi. On n'est pas sur votre registre, on est d'accord. Hein. Voilà. Alors là encore, je vous ramène à une conférence qui a été faite ce matin. Décidément, on a traité beaucoup de sujets. C'était dans la matinée, mais j'ai plus l'horaire, qui évoquait justement la protection sociale, la préparation de la retraite, les assurances privées que vous pouvez prendre en complément, qui existent et qui sont proposées. Vous trouverez ça assez facilement sur le site internet. Y a-t-il des critères de diplôme sur les dispositifs? Puisque vous avez parlé du bac plus 2 pour les VIE, mais pour les autres, qu'en est-il? Que peut-on faire par exemple avec le bac? Alors, pour les personnes qui ont le niveau bac, il y a les volontariats, un certain nombre de volontariats qui sont accessibles, puisque le service civique international dont j'ai parlé ne requiert pas de diplôme spécifique. Donc c'est une possibilité qui existe. Pour les volontariats au sein de l'Union européenne, il y a également le Corps européen de solidarité. Donc là, on est encore sur un dispositif qui permet de réaliser des missions au sein de structures associatives ou culturelles. Et là, des missions qui sont ouvertes également aux personnes avec un niveau bac ou même inférieur au bac. Et puis après, le diplôme n'est pas forcément un frein pour un projet à l'étranger. C'est important aussi de le savoir, puisque certaines entreprises à l'étranger recherchent des candidats avec des compétences spécifiques. Par exemple, nous, on a travaillé avec de grands groupes qui recherchaient des Français pour travailler sur du service client à distance et pour enseigner donc des clients sur le marché français. Donc pas d'exigence de diplôme. Là, on va plutôt s'intéresser à ce qu'on appelle les soft skills, les qualités interpersonnelles, de pouvoir interagir avec des clients, être à leur écoute et répondre à leurs problématiques. Ce sont souvent des groupes qui proposent en plus des formations pour les personnes qui intègrent ce type d'emploi. Donc voilà, il y a aussi des opportunités à saisir, quel que soit le niveau de qualification. Mais c'est vrai que c'est une bonne question parce qu'on a souvent le portrait robot de la personne qui s'expatrie. Elle est très diplômée, elle parle très bien anglais. Nous, on essaye de dire que c'est pour tout le monde et qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autocensure de se dire ben non, je n'ai que le bac, donc c'est pas pour moi. Isabelle a tout à fait raison, c'est pas vrai. Il y a des métiers qui sont accessibles juste avec le bac, un petit peu quand même d'anglais. Il faut quand même avoir un niveau... Voilà, c'est vrai que si vous êtes complètement réfractaire aux langues étrangères, ça va être très compliqué, mais quelqu'un qui n'aurait que le bac, mais qui se débrouille bien en anglais, il y a des opportunités pour lui s'il est motivé, qu'il est prêt à franchir le pas. Et on en a parlé également cet après-midi, il y a des opportunités aussi dans les métiers de l'artisanat.
Voilà, c'est une question de motivation et de choix de vie, et d'enthousiasme. Et puis il faut effectivement avoir la curiosité et une certaine facilité pour les langues, mais beaucoup d'opportunités existent là-dedans. On revient sur Erasmus. La question, bonjour, est-il possible de partir en Erasmus malgré le contexte sanitaire actuel, merci de votre retour. Alors c'est un petit peu un mix de ce que vous nous avez dit, de ce qu'on évoquait au début, c'est-à-dire que, mais voilà, si la question revient, c'est que... Oui, la réponse est oui. Oui, tout à fait. Alors pour ce qui nous concerne, nous, Pôle emploi Île-de-France a une cinquantaine de départs prévus au printemps. Donc des gens qui vont partir là, dans les semaines à venir. Alors bien sûr, les personnes vont devoir se conformer aux règles locales. Donc s'il faut s'isoler 4 jours, 5 jours, 8 jours, voilà. Elles se conformeront à ces règles, mais ensuite elles pourront occuper leur stage pendant 3 ou 6 mois. Donc oui, c'est tout à fait possible. Donc tout n'est pas figé, c'est un peu ralenti, mais... Et si je peux me permettre, Erasmus+, c'est un levier pour la recherche d'emploi. C'est un stage, cela permet de faire une immersion professionnelle au sein d'une entreprise dans un pays européen. Et parfois, il y a une embauche à la clé. Ce n'était pas systématique, évidemment, mais il y a eu de belles réussites à ce niveau-là, puisque une de mes demandeuses d'emploi, qui était partie en Erasmus+, en Suède, a bénéficié de 2 CDD et une embauche donc en CDI, en plus pendant la période de confinement. Donc au-delà de la possibilité d'améliorer son anglais, ça peut être, ou une autre langue, c'est aussi un levier pour l'emploi. Alors je vais être tout à fait honnête avec vous, je ne comprends pas totalement la prochaine question, mais je vous la livre parce que je pense que vous allez la décrypter. Pour Erasmus+, nos droits sont-ils suspendus ? Non, les droits sont maintenus. La question, c'est est-ce que je vais continuer à toucher mon allocation chômage pendant mon stage Erasmus+. Ce sont les droits dont on parle, je suppose. Donc la réponse est oui, tout à fait. C'est comme si vous étiez en formation en France. Ça fait partie de la formation professionnelle, un stage Erasmus. Donc oui, vous garderez tout à fait vos allocations chômage. Et selon l'organisme avec lequel vous partez, Pôle emploi ou un autre organisme, il peut y avoir aussi des aides aux billets d'avion, à l'installation, etc. Donc il y a tout un ensemble d'aides financières qui sont proposées dans ce cadre. Une question en résonance avec l'actualité. Concernant le Royaume-Uni, le Brexit a-t-il beaucoup compliqué les démarches pour les plus de 30 ans ? Merci. Si vous permettez, elle a mis des difficultés pour tout le monde. Elle n'a pas mis que pour les plus de 30 ans ou les moins de 30 ans. Je vous livre la question telle qu'elle est. C'est bien d'élargir le prisme, effectivement. Non, mais on préfère le dire. C'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui sont apparues, notamment les visas, il y a un certain nombre de visas qui sont apparus, étudiants, travailleurs, start-upers. Voilà, il y a un certain nombre de visas qui sont apparus, qui sont relativement chers, d'ailleurs, qui il faut comptabiliser entre 1000 et 1500 euros environ par visa. Il y a une vraie difficulté, il y a une vraie question à se poser sur les entreprises qui elles-mêmes se disent est-ce que je vais recruter quelqu'un dans un autre pays, un pays européen, plutôt que quelqu'un qui est déjà sur place. Donc, on est en attente, mais c'est pas aussi simple que ça en ce moment avec l'Angleterre. Oui, et je pense qu'il y a beaucoup de candidats qui se sont tardivement posé ces questions, effectivement, parce que toute l'année 2020, en tout cas pour nous, dans nos équipes, on a toujours vu autant de gens intéressés par le Royaume-Uni, sans trop se poser la question de qu'est-ce qui va se passer quand. Donc maintenant, on est après le quand. Et oui, les choses sont beaucoup plus compliquées. Il y a un système de points. Il faut atteindre un certain niveau. Il faut avoir un certain niveau de salaire, un certain niveau d'anglais. Les choses se sont vraiment compliquées et on peut inciter notamment peut-être les moins qualifiés qui partaient là-bas prendre un job, se faire une expérience de 6 mois, à peut-être regarder une autre destination européenne parce que ça va devenir vraiment un peu le parcours du combattant. Noté. Voire même impossible. Aujourd'hui, je pars en Angleterre pour travailler dans un... mais je pars en Angleterre pour travailler dans un restaurant pour apprendre l'anglais. Aujourd'hui, c'est fini. C'est plus possible. Donc cette page a été tournée. Oui, et effectivement, depuis le 1er janvier, le maintien des droits ne suit plus en Grande-Bretagne pendant les 3 mois, comme c'était le cas précédemment. Autre question, on en a encore pas mal. Quels sont les dispositifs et aides pour une expatriation, cette fois-ci aux États-Unis ? J'ai vu le regard de Jean-François nous a fait signe, je veux pas répondre. Pas de souci, on va gérer ça ici, ne vous inquiétez pas. Non, répondre, mais... Alors en fait, pour nous, en tout cas, nous dans les équipes, on prend
les projets de tout le monde. Donc après, un projet États-Unis, c'est un projet comme un autre. Maintenant, alors je ne sais pas ce qui va advenir des modalités d'immigration aux États-Unis avec l'élection de Joe Biden. Peut-être il y aura un petit peu plus de possibilités, mais ça reste quand même un marché du travail qui est très difficile d'accès. Donc on a, nous, très peu de gens qui retrouvent un emploi aux États-Unis. C'est plus facile d'aller au Canada. Pourquoi, en l'occurrence, très difficile d'accès? Parce que les critères de visa sont drastiques. Donc il faut vraiment être, je ne sais pas, voilà, le meilleur pâtissier de France, ou enfin, voilà, avoir une valeur excellente. Voilà, c'est ça, une excellence dans son domaine. Pour obtenir la carte verte, il faut le rappeler, ça passe par là. C'est ça. Alors il y a d'autres types de visas qui sont possibles, notamment pour les jeunes, mais enfin ça reste très temporaire, donc ça va être des choses qui sont assez courtes. Donc partir s'installer vraiment pour de bon là-bas, ça reste quelque chose d'assez compliqué. Oui, il faut beaucoup d'argent, c'est ça, on peut venir en s'installant avec un capital. Alors, mais il est énorme. Enfin, 100 000 $, je crois, voilà, c'est ça, le ticket d'entrée. Pas pour le commun des mortels. Non, mais ça fait partie des possibilités, c'est pas parce que c'est inaccessible et un prisme, du coup. Tout à fait. D'accord. Des compléments. Souvent, si je voulais aussi rajouter, souvent il y a des jeunes qui disent c'est pas grave, j'aurai pas la carte verte, je prends un billet d'avion, je pars aux États-Unis, notamment à New York et en vacances, et je resterai là-bas, je vais trouver un boulot. Bon, New York, je crois que c'est la première ville aux États-Unis où il y a des Français qui n'ont pas de titre de séjour, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de carte verte. La difficulté, c'est vous faites attraper, vous prenez le premier avion et vous reviendrez jamais. Bon. Donc c'est pas obligatoirement une bonne idée que de se dire j'ai vraiment envie d'y aller et je vais tirer le diable par la queue et je vais trouver une solution et sur place trouver un boulot, parce qu'on peut trouver un travail même si on n'a pas de justificatif de domicile ou même de justificatif juridique vous permettant de résider aux États-Unis, mais c'est vraiment pas une bonne idée. Et ça, c'est si vous tombez pas malade. J'ai le souvenir d'un demandeur d'emploi qui était revenu après avoir travaillé illégalement quelques mois, était tombé malade, il était ruiné en fait, ruiné et un peu désabusé, donc c'est vraiment pas une bonne idée. Et attention, parce que ce que dit Jean-François est très vrai sur l'application, mais vraiment extrêmement stricte de la loi aux États-Unis, notamment sur l'immigration. Et pour compléter ce que vient de dire Claire, moi j'ai eu un jeune homme qui était sans carte verte et qui a eu un accident de voiture. Ses parents ont dû vendre la maison pour pouvoir le rapatrier. C'est un exemple précis. Voilà, donc il risque peut-être de dissuader celui qui nous a posé la question, mais enfin au moins on aura été clair transparent dans les réponses. Faut-il déjà avoir un projet ou est-ce qu'on peut nous aider à le construire? Donc là, pour tout type de projet, est-ce qu'on peut vous voir en disant j'ai envie de changer de vie, qu'est-ce que je peux faire? J'imagine. Alors, il faut quand même être dans une démarche où, pour vous, partir à l'étranger a un sens. Et voilà, c'est un sujet sur lequel vous avez déjà réfléchi, puisque nous, on est quand même dans une dynamique d'accompagnement. Donc après, il y a de toute façon un atelier travaillé à l'étranger, pourquoi pas, qui est accessible en libre accès. C'est-à-dire, vous pouvez vous inscrire depuis votre espace personnel et on va vous accompagner justement à quelles questions vous devez vous poser pour envisager ou pas un départ vers l'étranger. Donc c'est la première étape en fait, si vous en êtes encore au stade de la réflexion. Pour ceux qui ont déjà émis des hypothèses de destination, qui ont déjà à cœur d'envisager un départ, oui, on va vous aider à travailler votre projet, à affiner votre choix sur les destinations en prenant en compte le marché de l'emploi local et puis l'adéquation dont je parlais tout à l'heure avec vos compétences et votre profil. Donc on accompagne les personnes dès le début en fait et l'idée c'est ensuite de mettre en place tout ce qui va être nécessaire pour le faire aboutir. Claire, vous avez évoqué la nécessité de bien maîtriser les langues avant de partir. Il y a une question là-dessus. Comment faire justement pour se former en langue avant de partir ? Alors, y a plein de moyens qui sont quand même accessibles. Tout le monde, enfin en tout cas tous ceux qui ont travaillé, donc qui ont eu des expériences salariées, ont un compte personnel de formation, oui. Donc qu'ils peuvent activer et qu'ils peuvent utiliser. Alors qu'on soit demandeur d'emploi ou pas, on peut l'utiliser. Si on est demandeur d'emploi, on peut utiliser son compte personnel de formation et demander éventuellement un complément si c'est nécessaire de financement à Pôle emploi. Quand on est demandeur d'emploi, il y a aussi des formations qui sont dites conventionnées, c'est-à-dire que des places sont achetées et elles sont ensuite disponibles pour les demandeurs d'emploi gratuitement. Donc ça, c'est assez régulièrement proposé. On peut les retrouver sur le site Défi Métiers. Et puis ensuite, il y a aujourd'hui
pléthore de moyens. Alors, si on est déjà un petit peu à l'aise dans la langue, mais qu'on a besoin soit de se dérouiller, soit d'acquérir plus d'aisance, il y a plein de choses qui sont disponibles en libre accès. Donc, on parlait tout à l'heure de l'Emploi Store. Dans la rubrique internationale, il y a des applis de langue comme Duolingo, comme SpeakShake ou Speaking Kong qui sont gratuites, au moins sur une certaine période. Donc, on peut tout à fait faire un mois gratuit dans chacune des applications et vous allez avoir 6 mois d'application gratuite. C'est malin, ça. Voilà. On peut regarder des séries, écouter la BBC. Il y a une radio que vous pouvez écouter en ligne. Vous pouvez choisir la vitesse du débit. Si vous êtes très à l'aise, vous choisissez le débit normal, mais vous pouvez le ralentir. C'est English Waves. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de moyens. Après, tout dépend si on a besoin de se dérouiller, de s'entraîner ou vraiment de repartir un peu de zéro sur la grammaire, le vocabulaire. Là, il faut plus partir sur une formation avec du CPF ou quelque chose d'un peu plus costaud. Un point juste pour faire résonner vos propos avec l'intervention que l'on avait fait avant sur les PVTistes et que vous retrouverez également en ligne, où une jeune femme qui a mis en ligne le site pvtiste.net vous apporte une réponse et nous raconte son expérience au Canada anglophone, où elle est arrivée en pensant avoir un bon niveau d'anglais et où elle a raté tous ses premiers entretiens d'embauche, parce qu'entre l'anglais que l'on apprend de façon scolaire et la réalité de la langue de tous les jours, il y a vraiment un gap, pour reprendre cet anglicisme, un décalage énorme. Donc soyez vraiment très vigilants sur le niveau d'anglais, et je vous invite à voir son intervention dans la conférence précédente qui était très parlante sur ce sujet. D'autres pistes peut-être pour apprendre anglais ? Oui, il y a pas mal aujourd'hui de web cafés, de relations qui se font qui sont souvent gratuits par des associations qui vous permettent de vous entretenir dans une autre langue. Voilà, il existe aussi pas mal de choses qui sont gratuites et qu'on peut trouver dans pas mal de régions qui sont souvent gérées par des associations d'ailleurs. Et vous trouvez également énormément de radios en ligne de quasiment tous les pays aujourd'hui, ce qui est vraiment très très bien. À qui faut-il s'adresser pour les stages à l'étranger ? Alors ça se termine par 4 lettres, un acronyme peut-être, OFQJ. Oui, alors l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Oui. Donc ofqj.org. Et il y a une rubrique stage dans laquelle on retrouve toutes les offres de stage en cours, tout simplement. Pour étranger, tout pays. Alors, OFQJ, Québec. Bah oui, c'est pour ça, parce que la question c'est là qu'il y avait une ambivalence. On parle du Québec, mais la question c'est à qui faut-il s'adresser pour les stages à l'étranger ? Ah oui, alors c'est l'étranger du Québec, seulement. Et pour le reste de l'étranger, le reste du monde alors ? Alors pour le reste du monde, il n'existe pas de possibilité de faire des stages, puisque le stage c'est quelque chose de très réglementé, il faut qu'il y ait une convention, parce que la convention, elle vous protège socialement. Dans le cadre des stages au FQJ, la personne, elle est sous protection sociale de Pôle emploi, donc s'il lui arrive quelque chose, elle n'est pas perdue dans la nature. Donc ce type de dispositif, ça n'existe pas ailleurs. C'est vraiment spécifique à cet accord entre la France et le Québec. Au-delà, ça va être des volontariats, des services civiques, des volontariats solidarité internationale, etc., avec des organismes qui pourront le proposer, mais ça n'est pas un stage. J'entends bien. On a parlé de beaucoup de tranches d'âge, notamment des moins de 30 ans, des jeunes. Y a-t-il également des opportunités pour les seniors, c'est-à-dire les plus de 50 ans ? J'espère que la réponse est positive. Rassurez-moi. Alors, Isabelle a décrit tout à l'heure les aides à la mobilité européenne. Ouais. Donc pour aller passer un entretien, s'installer, prendre des cours de langue, il n'y a pas de limite d'âge. Donc ça, c'est pour tout le monde. Le dispositif Erasmus+ n'a pas de limite d'âge non plus. Voilà, les volontariats, certains n'ont pas de limite d'âge, certains. Voilà, après, la recherche d'emploi, c'est pour tout le monde aussi. Donc, parce que là, les tranches d'âge, elles s'appliquent vraiment à tout ce qui est dispositif, programme, des choses un petit peu particulières. Mais ensuite, la grande majorité des gens font une recherche d'emploi classique, entre guillemets. Et puis même d'ailleurs dans les organisations internationales, les limites d'âge c'est 65 ans. Donc non, il n'y a pas de limite. Notez. Quelle durée moyenne faut-il compter entre votre prise en charge d'un candidat à la mobilité internationale et sa potentielle embauche ? Est-ce que vous avez des statistiques là-dessus qu'on arrive à... On n'a pas vraiment de statistiques, ça dépend vraiment du projet. Et puis, voilà, il y a des personnes qui vont trouver rapidement parce que l'opportunité va se présenter. Donc, on va la prendre en charge quelques semaines, parfois quelques mois. Là, j'ai eu le cas d'une jeune femme qui était très motivée pour partir en Irlande. Et le pays est encore... Enfin, il y a des restrictions importantes au niveau sanitaire. Elle a beaucoup candidaté, on a beaucoup travaillé ses outils, son CV, etc.
Et elle a décroché en 1 mois et demi quand même, assez rapidement, un emploi en Irlande et elle est partie en bénéficiant d'une aide dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis il y a des projets qui vont être plus longs, surtout sur des destinations avec des contraintes de visa, etc. Donc des démarches qui prennent plusieurs mois. Donc là forcément on peut aller facilement jusqu'à la limite de notre accompagnement qui est de 12 mois, avec dans certains cas la possibilité d'aller un tout petit peu plus loin si on sent que le projet est en passe d'aboutir. Moi, si vous permettez, je dirais que plus on a travaillé en amont, en fait, la recherche d'emploi à l'international est une recherche d'emploi normale, on va dire, sauf que la destination est différente. Plus les personnes vont rentrer dans le détail, plus ils vont travailler en amont, plus ils vont travailler sur leur projet, sur leur profil, sur leurs compétences, plus on va travailler là-dessus. Et j'ai toujours une phrase, je dis, il ne faut pas chercher du travail là où on souhaite, mais là où il y en a. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on regarde dans certaines destinations, par exemple en Allemagne, les gens souhaitent souvent aller plus vers Berlin ou les grandes villes. Or, la structuration économique du pays fait que souvent l'emploi est dans des petites régions. Voilà, donc il faut avoir ça en réflexion et je pense que plus le travail en amont est fait et plus on va dans le détail, mieux ça fonctionne. Alors, et la question que vous avez posée tout à l'heure qui était de dire comment est-ce qu'on peut m'accompagner dans mon projet et si c'est quoi un projet si quelqu'un vient en disant je souhaite partir à l'international point, c'est difficile. Voilà, il faut un objet, il faut un but, il faut un objectif. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. Vous parlez d'aller chercher de l'emploi là où il y en a en parlant d'un point de vue géographique. Mais il y a une question qui se pose aussi. Quels sont les emplois, les types d'emplois, les types de métiers qui sont les plus recherchés à l'étranger? On l'a un petit peu évoqué au début de la conférence, Jean-François en avait cité quelques-uns. De manière générale, les emplois qui sont les plus recherchés le sont partout. Donc il y a quelques métiers comme ça qui sont très employables un petit peu partout, comme tous les métiers de la santé, en ce moment particulièrement, mais même avant la crise, c'était très vrai. Tout ce qui tourne autour des technologies de l'information. Et je pense que ce sera encore plus vrai là, aujourd'hui et dans les mois à venir. Donc, toute la digitalisation, le développement web, ça, ce sont des métiers qui sont extrêmement recherchés. Donc, vous pouvez trouver un boulot à peu près n'importe où. Après, il y a un certain nombre de métiers de l'ingénierie aussi qui sont assez recherchés, notamment les ingénieurs français qui sont réputés pour avoir de bonnes formations. Donc, ça peut faire partie des métiers qui sont aussi très recherchés. Mais voilà, ces métiers-là sont recherchés un petit peu partout, mais ça ne veut pas dire que si on n'exerce pas dans ce métier, ce sera impossible. C'est juste que si on exerce dans ce métier, ce sera beaucoup plus facile. Vous voulez compléter ? Oui, et pour compléter, c'est vrai que les métiers évoluent de plus en plus, notamment avec la crise que l'on traverse. Et notre rôle, c'est aussi d'accompagner les demandeurs d'emploi dans le développement de leurs compétences, justement pour coller à la demande de l'emploi local. On a par exemple des candidats qui ont un parcours en communication classique et qui ne sont pas encore à l'aise sur les outils digitaux. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est incontournable pour trouver un emploi dans ce secteur-là. Donc, quand c'est possible, on les oriente sur des dispositifs de formation pour qu'ils puissent développer leurs compétences sur cette thématique et puissent réussir leur recherche d'emploi à l'international, et ça fonctionne. Jean-François, au niveau de la PEC, d'autres pistes d'emploi ultra employables, worldwide ? Alors, comme a dit très bien Claire aujourd'hui, la difficulté, c'est que ceux qui sont employables partout. Bon. Mais c'est pas parce qu'il y a une prévalence de certains postes ou de certains profils qu'il faut complètement laisser tomber d'autres. Voilà, c'est peut-être plus difficile, c'est peut-être plus long. Ça sous-entend peut-être de trouver les bons interlocuteurs, les bonnes structures, les bons relais via les réseaux sociaux, par exemple. Voilà, ça demande plus de travail de fond, je pense. Afin de trouver les emplois. Mais c'est sûr que quand on est sur un métier très généraliste, sans parler de langue, ça devient très compliqué. Il nous reste 7 minutes et on a à peu près autant de questions, donc on va essayer de tout balayer pour vous apporter le plus de précision possible. Alors encore une question qui vous demande de faire, quelqu'un qui vous demande de faire un peu le travail de filtre à sa place. Bonjour, quel pays conseiller pour trouver un travail sur place facilement et même en cette période de Covid ? Quelle est la solution miracle aujourd'hui ? Une proposition chacun, si vous voulez bien. Une question piège. On est bien d'accord. Non, on ne peut pas partir comme ça au hasard. Il faut que ce soit réfléchi. Ouais.
Et il y a vraiment une démarche de recherche active, approfondie. Un projet à l'international, ça se réfléchit, ça se construit. Je crois que ça rejoint ce qu'on vient de dire dans les précédentes minutes, c'est ça. Si la question c'est là aujourd'hui, je pars demain, où est-ce que je peux aller? L'Allemagne, a un peu restreint ses entrées. En Italie, l'Europe reste accessible de manière générale. Il y a des contraintes sanitaires et il faut être un peu en quarantaine à droite à gauche. Mais concrètement, on peut tout à fait partir en Europe assez rapidement, si c'est ça la question. Mais ça ne s'improvise pas non plus, effectivement, comme ça. Et c'est vrai que ce que disait Jean-François tout à l'heure, il ne faut pas se poser la question dans cet ordre-là. Ce n'est pas où est-ce que je peux aller, c'est où est-ce qu'on va m'attendre, en fait. Où est-ce que j'ai le plus de chances de trouver un emploi. C'est vrai que les gens pensent souvent dans l'autre sens. Et nous, on leur dit, un recruteur qui va vous faire venir de France pour occuper un poste, il ne le fait pas juste parce qu'il vous trouve sympa ou c'est exotique de faire venir un Français. C'est parce que concrètement, ça correspond à un vrai besoin de main-d'œuvre pour lui qui n'a pas pu couvrir dans son pays. Tout à fait. Généralement, la personne, elle va d'abord chercher autour d'elle. Est-ce que j'ai trouvé un candidat? Non. Bon, j'ouvre. Ou alors, elle a besoin de la compétence linguistique française spécifiquement, comme l'a évoqué tout à l'heure Isabelle pour les conseillers clientèle en Irlande. Mais sinon, si elle vous fait venir, c'est qu'elle a vraiment besoin de votre compétence et de votre expertise. Donc, c'est pas n'importe qui. Allez, 6 questions, 5 minutes, ça va être notre challenge. Est-il possible, pour mettre en place notre projet avec Pôle emploi, devons-nous contacter Pôle emploi de notre ville ou n'importe lequel peut faire l'affaire? Alors, si vous souhaitez être accompagné par nos équipes mobilité internationale, vous pouvez demander à votre conseiller référent, dont vous avez l'adresse mail sur votre espace personnel, à ce qu'il vous oriente vers nos services et nous reprendrons contact avec vous rapidement pour un entretien. Donc un entretien à distance, en visioconférence, pour aborder votre projet. C'est la même chose pour l'APEC? Tout à fait. Merci de cette réponse extrêmement claire et rapide. Serait-ce possible d'avoir des informations sur une expatriation dans les pays nordiques, Danemark par exemple, et je pense que c'est le seul exemple auquel on va répondre pour être efficace. Pensez-vous que ce soit facile de trouver un emploi qualifié avec un anglais courant dans ces pays nordiques et particulièrement au Danemark? Oui, tout à fait. Alors, le Danemark a mis en place un programme justement pour attirer des personnes qualifiées. Vous retrouverez notamment sur leur portail Work in Denmark un certain nombre d'informations, à la fois sur la recherche d'emploi et pour l'installation au Danemark, qui donc recherche essentiellement dans le secteur des IT, de l'IT, de la robotique, de tout ce qui concerne l'innovation. Et pas besoin de maîtriser la langue locale, puisqu'effectivement, l'anglais est la clé d'entrée. Et en plus, il propose un programme d'intégration pour vous aider à vous intégrer, à apprendre la langue. Donc, il faut foncer. Parfait. Pour les stages Erasmus, est-ce qu'on peut chercher où est-ce que l'on peut chercher ces offres de stage? Merci de votre réponse. Alors, ce ne sont pas des offres de stage. En fait, quand on est retenu en Erasmus, on va vous trouver un stage qui soit le plus près possible de votre profil et de votre projet. Alors par contre, je mets juste un petit bémol, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a 50 places par exemple pour l'Île-de-France. Je vous laisse imaginer le nombre de candidats que peut représenter l'Île-de-France. Donc ça reste un programme qui est assez sélectif. Juste pour compléter, certains partenaires en fait proposent des bourses Erasmus+, mais vont demander aux personnes de trouver eux-mêmes leur stage. Et vous avez sur Euroguidance, le portail Euroguidance, pas mal d'informations justement sur où trouver des stages en Europe, pas mal de sites également de référence, donc il ne faut pas hésiter à le consulter. Autre question, bonjour. Existe-t-il des liens entre Pôle emploi France et des organismes équivalents dans d'autres pays, comme par exemple l'Australie, j'imagine que c'est ce qui concerne celui ou celle qui nous pose cette question, pour avoir des listes, accès aux listes et des offres d'emploi locales? Donc, y aurait-il des passerelles pour Pôle emploi et pour l'APEC également? On posera la question tout à l'heure. Alors, passerelle, c'est un bien grand mot. Donc, nous, on va fournir nos conseils sur, par exemple, les sites utiles, les partenaires, enfin, les organismes locaux qui vont pouvoir aider la personne à retrouver un emploi, mais nous ne sommes pas en lien direct avec eux. Parfois, on a des partenariats avec des chambres de commerce franco-étrangères. Il y a tout un réseau de chambres de commerce franco-internationales. Donc, ça peut être une bonne idée de les contacter aussi sur place, parce que bien souvent, ils ont un service emploi, donc aide à la recherche d'emploi, qui peut fournir des listes, qui peut accompagner les Français qui sont sur place. Jean-François pour l'APEC?
Non, nous n'avons pas de relation particulière avec l'Australie notamment. Rechercher un emploi dans le pays, il y a tous les job boards, tous les job fairs, enfin il y a toutes les possibilités existantes. Et après, il y a pas mal d'associations aussi, les associations de Français en Australie. Il y a des associations qui représentent des entreprises, il y a des structures. Voilà, il faut se mettre en lien avec le marché du travail en fait. Deux dernières questions. Peut-on bénéficier de l'accompagnement des équipes de mobilité internationale, même en cas de retour à l'emploi en France, donc quand on revient d'une expatriation, avec par exemple un emploi alimentaire en attendant de trouver mieux? Merci pour votre réponse. Oui, tout à fait. Les personnes qui reviennent en France et qui vont s'inscrire à Pôle emploi pourront tout à fait bénéficier de notre accompagnement. On va les accompagner à la fois sur le retour en France, comme Claire l'a expliqué, et puis si la personne veut repartir, oui, tout à fait, on va l'accompagner. Et en la période, on ne peut que inciter, les gens à prendre un job alimentaire pour ceux qui le souhaitent, en attendant de pouvoir concrétiser leur projet de mobilité internationale, parce que ça peut être un peu long. On va déborder un tout petit peu, mais il y a deux autres questions. Où puis-je trouver les informations nécessaires pour les cotisations chômage, assurance maladie, impôts? Eh bien, en regardant la conférence de ce matin à 9h, que vous retrouverez sur le site, puisqu'on y parlait, et évidemment, de toutes ces couvertures sociales, des démarches à faire et des organismes qui peuvent vous accompagner. Alors, chômage, pôle emploi.fr, évidemment, une rubrique. Ça collait de source. Mais assurance maladie, alors impôt, on ne l'a pas traité, mais je pense que ça doit pas être... Il y a un service impôt pour les expatriés. Dédié aux impôts. Et ben voilà. Et la dernière question, vous êtes prêts? Tadam! Quelle est la durée moyenne d'expatriation? Je crois que les derniers chiffres, c'est entre 5 et 7 ans, pour les Français. D'accord, on est donc sur un vrai projet de vie moyen-long terme. Oui, alors c'est une moyenne, c'est toujours, on peut dire aux chiffres ce qu'on veut, mais c'est une moyenne, c'est entre 5 ans et 7 ans, et les Français rentrent toujours pour les mêmes raisons, des parents qui vieillissent, des enfants qui grandissent, voilà. C'est souvent ces raisons-là qui font que les gens rentrent. Et je dirais que ça a plutôt tendance à diminuer par rapport aux expatriés d'il y a 20 ans, 30 ans, enfin ceux dont on pouvait imaginer la vie un peu dorée, etc. Donc ça, c'est fini. Ces gens-là partaient très longtemps. Aujourd'hui, on part, on revient, peut-être on repart, on revient. Il y a plus d'aller-retour, partir, rentrer. C'est beaucoup moins figé que ça ne peut l'avoir été dans le passé. Une ultime question qui n'est pas pour vous. Quand est-ce que les conférences seront disponibles en replay? Sans doute à partir de demain, en tous les cas pour suffisamment longtemps, pour plusieurs semaines, pour vous permettre de préparer ce départ, cette expatriation, puisque c'est ce qui est en filigrane sur chacune des conférences qui sont faites sur les deux salles aujourd'hui, c'est que c'est un projet, c'est que ça se prépare, ça se réfléchit et que ça ne se fait pas dans la précipitation. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Pleinement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à distance et c'était pas simple de vous avoir aujourd'hui. Le Covid ne nous a pas facilité les choses. Merci mesdames d'être venues jusqu'à nous. Merci. Et merci infiniment à vous qui nous avez suivis et qui nous avez nourris de vos questions. J'espère qu'on vous a répondu au mieux. On arrête là à ce moment puisqu'à 17h45 sur cette même salle, sur cette même plateforme, vous avez rendez-vous avec la dernière conférence de la journée intitulée « Être français à l'étranger, vous aider à le devenir et à le vivre bien » avec notamment deux aventuriers qui sont partis et qui vont nous faire part de leur retour d'expérience. Bonne fin de journée et à bientôt.